Bonsoir à tous, on va commencer cette séance. Je suis Marie-Ange Pierdon, je suis radiologue à Montpellier, au centre hospitalier. Donc cette séance, on va voir il va y avoir trois parties. Une première partie où on va avoir un petit peu l'exploration du foie, comment on explore en imagerie. Ensuite, les principales pathologies rencontrées. Et ensuite, des cas cliniques qui vont illustrer. La découverte d'une lésion hépatique était quelque chose d'excessivement fréquent en échographie. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup d'échographies, parce qu'on a des appareils performants, et c'est quelque chose de très anxiogène dans l'immédiat dès qu'on l'annonce aux parents, aux patients. Donc la chose qu'il va falloir faire, c'est faire une conclusion échographique si on est en mesure de le faire. Et si on ne peut pas le faire, on va guider les examens à faire dans la suite. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de dire, prescrire un contrôle itératif. Alors, quand on découvre une lésion en échographie, la plupart des lésions sont les lésions bénignes. Donc, on laisse tomber les lésions liquidiennes. Dans les lésions solides, la lésion la plus fréquente, c'est l'angiome hépatique. Ensuite, on aura des lésions de stéatose focale, d'hyperplasie nodulaire focale. À l'opposé, les tumeurs malignes, la grande majorité, ce sont les métastases en tumeurs primaires. Primitive, c'est le cancer du foie. Et entre les deux, on a l'adénome, qui à la fois est une tumeur bénigne, mais à potentiel malin. Alors, les objectifs de ce cours, donc ça va être de voir les différents types d'exploration possibles, écho, scan, IRM, sachant que l'idéal dans le foie, c'est de passer de l'échographie à l'IRM pour caractériser une lésion. On va voir les différents types de produits de contraste plus spécifiques, que ce soit en échographie, le Sonoview, ou alors le multi-anse en IRM. Quand on découvre une lésion hépatique, il faut savoir explorer le contexte clinico-biologique. Il faut savoir identifier une hépatopathie chronique, connaître les différentes pseudo-lésions hépatiques qu'on peut découvrir en échographie. Et il va falloir être capable de faire le diagnostic, dans la plupart des cas, d'angiome, d'HNF, d'adénome ou de CHC. Et dernière chose, c'est connaître la conduite à tenir. Donc l'exploration du foie en échographie, donc ça vous le connaissez tous. Ce qu'il faut faire, c'est une échographie avec des sondes haute résolution qui va permettre de vérifier l'état du parenchyme hépatique, est-ce qu'il est micronodulaire ou pas, les contours du foie pour diagnostiquer une hépatopathie chronique. On fera bien sûr du Doppler vérifier la perméabilité des veines hépatiques, veines portes, et là ici dans un type de lésion, on arrive à voir en Doppler une lésion stellaire centrale qui évoque une hyperplasie nodulaire typique. Alors, produit de contraste qu'on peut utiliser en échographie pour caractériser une lésion, c'est le Sonoview. Donc, c'est un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'il faut mettre une voie veineuse, il faut un assistant qui vienne injecter le produit de contraste, mais ça a un grand intérêt dans l'hyperplasie nodulaire focale. On peut l'utiliser pour l'angiome, mais c'est surtout un intérêt quand on arrive à diagnostiquer une HNF. Ça nous permet de surseoir aux autres examens. Donc on injecte et on suit en direct le rehaussement en faisant, si possible, des boucles pour pouvoir les relire. Parce qu'en fait, ça va très très vite. Et la cicatrice centrale, si vous n'avez pas fait des boucles, c'est assez difficile après à voir, à analyser. Au niveau du scanner, une étude du foie, c'est une étude forcément multiphasique. C'est 4 phases, avec une phase sans injection, une artérielle 25 secondes, portale 70 et tardive. Il faut injecter avec un débit important, au moins 3 millilitres seconde. Alors pourquoi différentes phases? Parce que le rehaussement du foie normal, il va se rehausser d'abord à la phase artérielle, puis de façon plus importante à la phase portale, et on a un rehaussement global comme ça. Quand on a une tumeur hypervasculaire, elle va avoir un rehaussement supérieur à celui du foie dans les 30 premières secondes. Et ensuite, ça redescend. Donc, vous imaginez bien que si vous faites qu'une phase portale, vous allez rater cette lésion. Donc, exploration du foie pour caractériser une lésion, c'est du quadriphasique avec une phase artérielle indispensable à ne pas rater. Bon, on fait des reconstructions, ça, vous le savez. En IRM, alors, en IRM, c'est l'antenne phase de Ré. Des séquences T2. T2
sans saturation de graisse et T2 avec saturation de graisse. Des séquences T1 in et out of phase, indispensables, parce que ça permet d'évaluer le contenu graisseux du foie, mais également le contingent graisseux d'une tumeur avec une baisse du signal, quand il y a de la graisse dans une tumeur, entre le in et le out of phase. Ce qu'on fait, nous, à Montpellier, là, depuis qu'il y a Boris Guilloux, on mesure sur ces séquences, il a mis en place des protocoles qui permettent de faire des mesures de la graisse hépatique, avec à base, c'est des calculs à base de T1 in et out of phase, et les manipulateurs font une séquence en fait mixée, et ensuite à l'aide de ROI à l'intérieur, on arrive à mesurer le contenu de la graisse qui doit être inférieur à 5% dans le foie, et on peut également le mesurer au sein de la lésion. Donc ça fait partie du compte-rendu standard. Ensuite, comme au scanner, bien sûr, des phases multiphasiques, c'est du T1 avec saturation de graisse, avec les 4 phases, artérielle, portale et tardive. Ça, c'est exactement la même chose. Et on peut céder de soustraction quand on a beaucoup de rehaussement ou des choses en hypersignal spontané. Ça aide de céder des séquences de soustraction. Les diffusions, nous, on le réserve essentiellement à l'étude des métastases. Ça ne fait pas partie du bilan systématique dans les cirrhoses. Alors, le multi-anse, il va s'utiliser comme le gadolinium, c'est-à-dire qu'on va avoir des phases, on va l'injecter, on va avoir une phase artérielle, portale et tardive. Mais on reprend les patients 45 minutes après pour rechercher la phase, c'est un produit hépatospécifique, où certaines lésions vont capter le produit de contraste, comme ici dans une hyperplasie nodulaire focale. C'est un produit qui a une élimination biliaire, donc vous retrouverez au sein du cholédoque et des voies biliaires du produit de contraste. Alors, les principaux pièges à étudier, à éviter, enfin à connaître et donc à éviter, bon, ça va être la stéatose, bon, les troubles de perfusion, déformation des contours, donc ça, on sait que la cirrhose, on peut diagnostiquer des choses en échographie où on décrit des pseudomasses, mais une fois qu'on fait l'exploration, finalement, on ne trouve rien. Également des incisures diaphragmatiques vont former des fausses masses, mais une fois qu'on a fait une exploration en coupe, en imagerie en coupe, ça permet de redresser le diagnostic. Alors la stéatose hépatique, quand elle est diffuse, ici en échographie, ça pose aucun problème. On a un foie qui est hyper échogène, donc c'est un foie de surcharge. Par contre, hélas, parfois, elle ne touche pas la totalité du foie. Ou alors, à l'inverse, on a un foie très stéatosique avec des zones où le foie est moins graisseux. Alors là, ça va poser des problèmes de diagnostic en échographie, mais également dans les autres examens. Alors, est-ce qu'il y a des choses déjà qui vont nous aider? Donc, on a un foie qui est hyper échogène. Là, il y a les vaisseaux qui traversent. C'est un bon signe de plage de stéatose hétérogène. Après, il y a aussi des zones qui sont spécifiques où on a un excès de foie ou alors on a du foie sain. C'est en avant de la bifurcation portale et de part et d'autre de la scissure du ligament rond. Donc ici, un nodule hyperéchogène. Là, vous avez le scanner sans injection et en fait, vous avez une plage de stéatose qu'on retrouve ici. Alors, si on veut... Donc là, on mesure la densité, on voit que c'est de la graisse. Après, si on peut étudier, si on va être certain que ça soit ça, on peut étudier le gradient et on s'apercevra que le gradient entre le foie sain et le foie stéatosique, il va être identique à toutes les phases. La séquence qui est très intéressante, c'est la séquence T1 in et out of phase. Donc ici, une lésion qu'on devine sur cette séquence. Quand on passe en out of phase, donc on a une baisse du signal. Et ici, on trouve donc une lésion graisseuse. Ce sont des lésions, des sièges typiques de stéatose au sein de foie non stéatosique. Alors pourquoi on a comme ça de la graisse qui arrive à certains endroits ou alors au contraire des zones qui sont épargnées? Et tout ça, ça vient du système veineux du pédicule hépatique qui amène un sang différent que le sang de la veine porte et de l'artère hépatique. Donc on a un sang qui sera ou plus graisseux ou moins graisseux et qui va être à l'origine des anomalies qu'on peut voir. Alors ces lésions, elles vont dans des sièges particuliers, je vous l'ai dit, donc c'est en avant de la bifurcation portale, c'est en périvésiculaire dans le segment 4, dans le segment 5, et c'est également
au niveau de la scissure du ligament rond. Donc voilà ici un exemple là, on a un foie qui est globalement échogène, on a un nodule ici. Est-ce que c'est un cancer, pas un cancer? Donc il faut à ce moment-là, soit on envoie à plusieurs endroits et on arrive à diagnostiquer, mais si on a moins de doutes, il ne faut pas hésiter à faire une imagerie en couple. Alors, une fois qu'on a trouvé une lésion, il est important de savoir à qui on a affaire. Est-ce qu'on a un patient qui a une cirrhose, connue ou pas connue, qu'on va détecter? Ou alors, est-ce que c'est un patient qui a un antécédent de cancer? Voilà, ça c'est. D'ailleurs, il faut interroger, est-ce que j'ai un cancer il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, en particulier pour le sein ou pour le rein? Et est-ce qu'après on peut regarder cliniquement s'il y a des signes d'insuffisance hépatocellulaire ou d'hypertension portale? Si on a un bilan biologique, si on a un accès, c'est bien de regarder s'il y a une perturbation du bilan hépatique et comment est le bilan de coagulation. Donc la première chose quand on fait le diagnostic, c'est le foie est-il sain? Est-ce qu'il y a donc des signes d'hépatopathie? Ça sera une dysmorphie hépatique avec des contours irréguliers, une hypotrophie d'une partie du foie, souvent c'est le segment 4. Est-ce qu'il y a des contours irréguliers et est-ce qu'il y a des signes d'hypertension portale avec une splénomégalie ou des varices? Donc ici, un foie qui est sain, en tout cas en imagerie, et voilà le type de foie sur lequel nous on évoque une hépatopathie chronique, irrégulier, hypertrophie du segment 1, et en plus ici une varice. Donc, en échographie, ce qui est important de faire, c'est à la fois, donc, on va étudier il faut penser à utiliser les sondes haute résolution, bien regarder les contours du foie, rechercher des contours irréguliers, et l'écostructure du foie, pour savoir si on a un aspect micronodulaire ou réticulaire. Nous, ça fait partie systématiquement, dès qu'on explore un foie, on regarde toujours cet aspect pour dire si on a une hépatopathie débutante ou alors très marquée. À ce moment-là, on emploie même le mot de cirrhose. Alors, quand on a trouvé un nodule dans le foie, et là, et qu'on a exploré un petit peu le contexte clinique, si on a diagnostiqué une hépatopathie chronique ou alors on sait qu'on est dans un foie de cirrhose, tout nodule trouvé, c'est un CHC jusqu'à preuve du contraire. Si le patient a un antécédent de cancer, c'est une métastase jusqu'à preuve du contraire. Donc à ce moment-là, on a besoin d'une imagerie supplémentaire. Généralement, on fait une IRM et en fonction éventuellement une biopsie. Alors, les différentes pathologies qu'il faut savoir identifier. Alors, la pathologie, la tumeur primitive la plus importante au niveau du foie, c'est le CHC. Ce sont des gens qui ont souvent des cirrhoses, qui sont suivis par échographie tous les 2 à 3 fois par an. Et dès qu'on va avoir un nodule, on va faire une exploration complémentaire. Donc, quand c'est des grosses lésions, c'est un aspect, vous voyez, ça c'est un aspect typique de CHC. Avec un aspect de couronne, un aspect de nodule dans le nodule, très hétérogène, avec de la graisse. Ça, je signe CHC. J'ai diagnostiqué il y a une semaine, en fait, sur une patiente qui était en neuro, où il cherchait une cholécystite. J'ai mis la sonde et je suis tombée sur quelque chose comme ça. La cirrhose il y avait une cirrhose manifeste et il y avait cette lésion. Pour l'instant, on n'a pas encore exploré, parce que j'ai dit prévoir une imagerie, mais pour moi, c'était un CHC typique. Quand les lésions sont plus petites, c'est difficile d'avoir des arguments pour dire que c'est un CHC. Donc, on fera un scanner ou une IRM, enfin toujours des études multiphasiques. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, si on regarde que le temps portal, on voit une lésion, on ne peut pas dire grand-chose, elle est hypo. On voit le temps artériel, tout de suite, on a une lésion hypervasculaire. Et ensuite, on détecte une deuxième lésion sur un foie de cirrhose. Donc, la phase artérielle, indispensable dans l'exploration d'un nodule hépatique. Sinon, quand on n'a que ça, et parfois on peut faire un scanner, bilan d'une altération de l'état général, on ne va pas faire du triphasique du foie, on fait un TAP standard, et on se retrouve là-dessus. Là, c'est difficile de caractériser. On voit qu'il y a un foie d'hépatopathie, mais cette lésion est-elle hypervasculaire ou pas? Donc il faudra refaire une imagerie complémentaire si on n'a que ça. Notre exemple, là, phase portale, c'est un peu hétérogène, on ne sait pas trop.
d'un seul coup, quand on regarde la phase artérielle, on voit que c'est un CHC multifocal. Donc la phase artérielle, indispensable. Quelques cas, il y a 10% des cas où le CHC est atypique. Atypique parce qu'il ne va pas se rehausser. C'est un scanner, c'est ce qu'on appelle un CHC hypovasculaire. Donc à la phase artérielle, voilà, portale, on ne dit pas grand-chose. On regarde là, on n'a pas une lésion hypervasculaire. C'est probablement, on est dans un contexte de cirrhose, donc ça va être probablement ça. Souvent, on va aller à la biopsie. Mais sachez que ça existe, c'est 10% des CHC qui sont hypovasculaires. Donc, après, bon, une fois qu'on a un bilan de CHC, il va falloir chercher l'envahissement veineux, portal. Voilà. En IRM, on aura la même chose, c'est-à-dire on va faire une étude multiphasique avec l'étude de la graisse, bien sûr, et on va retrouver la même chose, une prise de contraste à la phase artérielle, avec, sur la phase tardive, un washout. La phase portale, elle a plus un intérêt pour étudier la thrombose, des choses comme ça, que pour analyser la lésion. Donc, généralement, on regarde artériel et tardif pour vraiment analyser une lésion. Donc, on a une prise de contraste importante, hétérogène, ça diminue peu à peu, et le washout à la phase tardive. Donc, on va regarder. Donc, exemple type. Donc, déjà, on a une hépatopathie chronique, un nodule dont le signal diminue, comme le foie d'ailleurs. Donc, on a une hépatopathie stéatosique avec un nodule. Et à la phase artérielle, une lésion hypervasculaire. Autre exemple là, une lésion, donc ici le in, le out, donc une lésion qui est en discret hypersignal. En T2, bon, on la devine à peine. Lors des injections, c'est le CHC typique. Rehaussement à la phase artérielle, rehaussement hétérogène, la phase portale, une phase un peu intermédiaire, on ne dit pas grand-chose là-dessus. Et sur la phase tardive, cette espèce de washout, on a l'image du nodule dans le nodule. Et je vous disais tout à l'heure, on peut céder, si on veut bien voir la lésion, on peut céder des soustractions. Ça a surtout un intérêt quand le foie a des nodules en hypersignal T1, où on ne sait plus trop ce qui se rehausse. Avec la soustraction, ça nous aide pour diagnostiquer. Les lésions, donc là c'est le CHC, c'est relativement simple quand il a une certaine taille pour évoquer ce diagnostic. On va rentrer dans la gamme des lésions bénignes ou des lésions intermédiaires. Donc d'origine hépatocellulaire, la CHENF, l'adénome. Origine cholangio-cellulaire, le kyste biliaire et la polykystose. Et origine mésenchymateuse, l'amartome et l'angiome. On va voir l'angiome parce que ça, on sait bien le diagnostiquer. Donc c'est la tumeur solide la plus fréquente. Donc, déjà, quand on trouve quelque chose, pratiquement, on a une grande chance, en dehors d'un contexte d'hépatopathie ou de cancer, que ce soit ça. C'est un petit peu plus fréquent chez la femme. En échographie, donc ça, déjà en échographie, c'est un nodule typique ici, sur un foie qui n'est pas stéatosique. On a un nodule qui est hyperéchogène et qui a un renforcement postérieur. Donc là-dessus, déjà, quand on va faire ça, on va dire nodule hyperéchogène. Donc, là-dessus, on dit que c'est probablement un angiome. Généralement, nous, on fait une imagerie complémentaire pour affirmer le diagnostic et puis savoir que c'est un angiome et on passe à autre chose. On ne va pas se poser la question chaque fois si c'est probable angiome. Là-dessus, on rassure les gens. On dit, vous avez une lésion bénigne, surtout si on est dans un contexte hors cancer du foie, hors hépatopathie. C'était probablement un angiome, il n'y a pas d'urgence, mais il faut le confirmer. Au moins, on sait que c'est ça. Et quand on va refaire une imagerie, on ne se reposera pas la question. Si on est dans un contexte de CHC, même si on évoque ça, on va demander une imagerie aussi, parce que vraiment, là, on veut être certain que ça ne soit pas même si ça évoque un angiome, que ce ne soit pas un CHC. On peut parfois faire du produit de contraste. J'en fais pas très souvent sur l'angiome, parce que souvent, c'est tellement après évident en IRM, mais sachez que ça va faire, on va retrouver comme un rehaussement au scanner, avec un rehaussement périphérique en mode et un remplissage progressif. Alors, il y a des moments où on n'est pas capable d'analyser. Quand
on a des angiomes atypiques, voilà, hétérogènes, mais c'est surtout dans le cadre d'une stéatose. Parce que dans le cadre d'une stéatose, alors soit le foie, les structures du foie est identique à celle de l'angiome, mais ça, à ce moment-là, carrément, on ne le voit pas. Soit le foie devient plus hyperéchogène, et à ce moment-là, vous tombez sur une lésion hypoéchogène, et on est incapable de dire ce que c'est. Donc, la découverte de ça égale IRM. Voilà, ça c'est indispensable, parce que là, on n'a aucun moyen d'évoquer le diagnostic, si ce n'est que par ordre de fréquence, c'est ça, mais il faut faire une imagerie. Ensuite, autre angiome qui va nous poser des problèmes, c'est l'angiome géant, un angiome qui fait plus de 10 cm, parce que ça fait des grosses masses, c'est hétérogène. On ne peut pas s'arrêter là en échographie. Souvent, c'est assez inquiétant, parce qu'on a des tumeurs qui peuvent faire 8, 9, 10 cm. Donc, égale IRM. Au scanner, donc, si on tombe sur un angiome au scanner, bon, toujours des phases, si on le caractérise, phase multiphase, un rehaussement périphérique, un remplissage progressif. Pour CD, des fois, on ne sait pas trop. Alors, il y a des choses des critères. C'est le rehaussement périphérique, les modes, et ensuite, le signal, enfin, la densité au scan, suit le signal de l'aorte. Et des fois, il faut retourner à ça, se dire, tiens, ça a vraiment le même rehaussement, vous voyez. Et donc, ça permet de diagnostiquer, porter le diagnostic d'angiome. Voilà, typique, un angiome géant, donc, avec un rehaussement progressif. Et là, pour avoir un rehaussement complet, il faudrait faire une phase, mais à 20 minutes, 30 minutes, pour avoir un rehaussement complet. En IRM, en T2, c'est la séquence qui permet d'évoquer fortement ce diagnostic. On a un franc hypersignal. Par contre, sachez que l'angiome, sur les séquences de diffusion, on le voit. Donc, quand on est dans un contexte de cancer, on dit « Ah, il y a une lésion ». Donc, on regarde là, on voit qu'il y a un bon hypersignal T2. Et puis, on regarde la totalité des séquences où on a une lésion qui prend le contraste à la phase artérielle en périphérie, qui se remplit progressivement et qui s'homogénise à la phase tardive. Voilà. Le rehaussement suit l'aorte, ça c'est important, c'est quelque chose qu'il faut, de temps en temps, il faut bien, voilà, on resuit ça, je trouve ça, c'est un bon argument de diagnostic d'angiome. En IRM, donc là, on a une très bonne sensibilité, très bonne spécificité de supérieure à 90% pour faire le diagnostic d'angiome grâce au T2 et aux séquences dynamiques. Les angiomes atypiques, donc, vous avez l'angiome géant, ça pose des problèmes en écho. En IRM, on va retrouver un hypersignal franc, même s'il est hyper hétérogène. Et puis on a un rehaussement, pareil, en mode progressif et qui va suivre l'aorte. Alors, il y a des angiomes un peu atypiques. Il y en a deux types. Vous avez l'angiome à flux rapide. Alors celui-là, bon, on a ici un hypersignal T2. Par contre, vous voyez, à la phase artérielle, on a une prise de contraste là, en forme de triangulaire, donc c'est qu'il y a un trouble de perfusion, et on a un petit angiome ici. Donc là, c'est la même chose. On va regarder les différentes phases, et ça va suivre de l'aorte, on a l'hypersignal T2. Donc ce sont ces angiomes à flux rapide. Il faut savoir que ces angiomes à flux rapide, ils ne sont pas très gros. Ils mesurent 1-2 cm. Si vous avez des trucs beaucoup plus gros, il faut faire attention au diagnostic d'angiomes à flux rapide. Ce sont des tumeurs qui sont plutôt de petite taille. Et deuxième angiome atypique qui pose des problèmes au scanner en IRM, c'est l'angiome scléreux. C'est un angiome qui a perdu son hypersignal T2. Et là, on se retrouve avec une lésion qui se rehausse progressivement et on n'a pas l'argument de l'hypersignal T2. Alors, on dit probable angiome scléreux, fibreux. Il faut faire une biopsie. Parce qu'on n'a pas, tous les critères. C'est pas rare de tomber sur un angiome fibreux. C'est la perte de l'hypersignal, voilà.
Ensuite, donc les angiomes sont, bon, ils sont relativement stables. Après, il ne faut pas porter à tort le diagnostic d'angiome. Attention si vous êtes dans un contexte de cancer du rein en particulier, qui peut donner des métastases qui évoluent lentement, qui apparaissent tardivement par rapport à la tumeur. Et on peut avoir, et moi j'en ai un souvenir, en fait, de quelqu'un qui avait soi-disant un angiome, et finalement, quand on reprenait l'histoire, ça faisait 3-4 ans qu'il avait une lésion qui grossissait tranquillement, et c'était pas du tout un angiome. Et on avait fait finalement une biopsie. Alors, ça ressemble à un angiome, mais c'est pas tout à fait. Vous voyez, c'est un type de lésion un petit peu en cocarde, mais c'est un piège classique. Alors attention, si vous êtes dans un contexte de tumeur, de tumeur neuroendocrine, de tumeur de cancer du rein, si vous dites angiome, vérifiez que vous avez bien tous les signes, l'hypersignal T2, le rehaussement qui suit l'aorte, les mottes, et pas d'aspect en cocarde, parce qu'il vaut mieux émettre un doute et aller à la biopsie que porter à tort le diagnostic d'angiome. Par expérience, je sais que c'est pas exceptionnel. Ensuite, donc ça, l'angiome, on arrive quand même à diagnostiquer dans 80-90%. Ensuite, on va rentrer dans la gamme des tumeurs hépatocytaires bénignes avec HNF ou adénome. Donc, ce sont des tumeurs qui touchent la femme, qui sont très souvent découvertes fortuites. Et déjà, pour avoir une ordre d'idée, il y a 9 fois plus d'HNF que d'adénome. Donc, vous avez plus de chances d'avoir à faire un HNF qu'un adénome. Alors, on va essayer de le diagnostiquer via l'IRM et les produits de contraste spécifiques en échographie et en IRM. Une fois qu'on a diagnostiqué une HNF et qu'on est certain, on n'a pas de biopsie à faire, on n'a pas de contrôle à faire. Si on est un peu inquiet, on peut faire au moins un contrôle à 6 mois, mais donc c'est important de porter ce diagnostic d'HNF. Alors, quel est notre rôle? Il faut être pas trop rassurant, en disant et pas rater une méta ou un CHC, toujours en explorant le contexte. Si on a un doute, on ira à la biopsie, mais il faut éviter sur une lésion d'HNF typique une chirurgie inutile ou une HNF ou une biopsie inutile pour une HNF typique. Par contre, dès qu'on a un doute, il ne faut pas hésiter à aller à la biopsie. Donc l'HNF, c'est la deuxième tumeur solide la plus fréquente. La première, c'est l'angiome. La deuxième, c'est l'HNF. 90% de femmes. C'est rarement après 50 ans. Elles peuvent être multiples, elles peuvent être associées en angiome. Elles sont de découverte fortuite. Elles sont asymptomatiques. Elles ne se compliquent pas. Et on arrive à faire le diagnostic dans 80% des cas. Comment on va le diagnostiquer? Il n'y a aucun critère unique. C'est un ensemble de critères à travers différentes imageries. C'est une lésion qui est hypervasculaire, qui est fugace. Il n'y a pas de capsule. La cicatrice centrale, c'est bien, mais elle n'y est que dans 80% des cas. Et donc, ces différents critères vont permettre de poser le diagnostic. Alors, en échographie, c'est simple, soit on ne la voit pas, et on peut avoir juste un flux artériel au Doppler. Enfin, on la devine, mais elle est plutôt isoéchogène. Parfois, elle est hypoéchogène. La cicatrice centrale, on ne la voit pas souvent. Par contre, quand on devine la lésion et qu'on met un Doppler et qu'on voit un flux artériel au Doppler pulsé, c'est un bon argument. Et quand on va remplir, donc ça c'est donc une lésion ici qui est isoéchogène, mais on devine un peu l'effet de masse, Doppler pulsé, un flux artériel. Et quand on remplit, donc on injecte le SonoView, et qu'on voit, on a ce remplissage typique d'une lésion qui va se remplir en rayon de roue jusqu'à complètement se remplir. Mais par contre, la cicatrice centrale, avec le produit de contraste, on ne le voit pas. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à faire des films, des boucles, pour pouvoir le relire et voir en fait cette image de rayon de roue, parce qu'à ce moment-là, ça nous aide bien pour le diagnostic. En IRM, au scanner, on va avoir donc une exploration multifasique. C'est une lésion qu'on verra à la phase artérielle. Sur la phase portale,
si on fait que ça, on ne la voit pas. C'est une lésion qui se rehausse de façon massive, avec des contours un petit peu irréguliers et qui ne se voit plus ensuite sur les autres séquences. En IRM, on la voit soit elle est en isosignal, enfin, pas vraiment de critères spécifiques. La seule chose en IRM, c'est ce côté hypervasculaire, les contours un peu hyper polycycliques, et sur la phase tardive, la cicatrice. Si on utilise du multi-once, et ça a un intérêt, on va, nous on le fait plutôt maintenant à 60 minutes le multi-once, c'est une lésion, c'est du foie sain en fait qui va capter le produit et elle sera donc soit en hypersignal, soit en isosignal. Donc ici, donc, une lésion qu'on devine, on la voit bien sans injection, rehaussement massif et autant tardif. On ne voit plus la lésion, mais il y a une prise de contraste centrale. Voilà, quand on a ça, on est serein sur le diagnostic d'HNF. Ici, donc, une lésion, donc la phase artérielle, la phase tardive, une lésion qui est en isosignal avec un peu un hypersignal central. On a fait un multi-anse. Et en phase tardive, on a la lésion qui pend. Donc là, on a tous les critères d'HNF et on est serein sur le diagnostic. Alors, c'est une tumeur qui est bénigne, qui n'a pas de complications. Ça ne devient jamais un cancer, ça ne saigne pas. Donc en pratique, une fois qu'on a porté le diagnostic, on ne fait pas de suivi. Si on est un peu inquiet, on peut... moi, souvent, je demande une imagerie de contrôle dans les 6 à 12 mois. Et après, une fois qu'on sait qu'il y a ça, on n'a pas besoin de... Si on est serein, surtout, on n'a pas besoin de prescrire des contrôles itératifs. Pas de contre-indication à la grossesse, pas d'arrêt des œstroprogestatifs. Et ça va très rarement à la chirurgie, sauf sur des formes symptomatiques ou alors des lésions très grosses, pédiculées. Voilà. Donc ça, c'est pour 80%, mais dans 20% des cas, elle est atypique. Alors, quels sont les critères atypiques? D'abord, un homme. Chaque fois que vous avez une suspicion d'HNF sur un homme, méfiez-vous. Peut-être aller à la biopsie, parce qu'il faut être... C'est rare. Mais ça veut rare, on ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, il faudra toujours se méfier. Si on n'a pas tous les critères en imagerie, et en particulier, ce qui pose le problème, souvent, c'est la cicatrice. Il faut savoir qu'il n'y a pas la cicatrice dans à peu près 20% des cas. Si on a de la graisse, ça arrive, la HNF graisseuse, c'est classique. S'il y a des calcifications, à ce moment-là, quand on n'est pas certain, on va à la biopsie. Et on fait une double biopsie, biopsie dans la tumeur et biopsie dans le foie sain. Donc ça, c'est l'HNF. Autre tumeur hépatocytaire bénigne dans laquelle on va toujours avoir le diagnostic, c'est l'adénome. Donc c'est une tumeur qui est rare, 10 fois plus rare que l'HNF. Par contre, elle a des risques. Ça peut devenir un cancer et elle peut saigner. Elle peut être de révélation symptomatologique avec des douleurs. Elle se développe sur certains terrains particuliers, l'obésité, le diabète, et elle a différents aspects. Alors, il y a une classification qui est bien, je vous conseille si vous voulez vous pencher là-dessus, c'est la classification qui a été publiée là, dans Gastroentérologie en 2013, où il distingue 4 formes. La forme mutée pour le gène bêta-caténine, à peu près dans 10 à 15%, plus souvent chez l'homme, qui risque de dégénérer et qui donc sera opéré. Les adénomes inflammatoires, 40 à 50%, plutôt dans des contextes d'obésité et d'éthylisme. Et les adénomes dans le gène HNF1A, dans 30 à 40%, donc ça c'est l'autre gros tiers, qui sera caractérisé par la présence de stéatose. Et la dernière forme, c'est les adénomes non classés. Donc en échographie, mais on va avoir un petit peu différents aspects, parce qu'on peut avoir des lésions très échogènes s'il y a de la graisse, des lésions hétérogènes. Et quand on fait du contraste, souvent c'est une lésion qui est hypervasculaire et on n'a pas le rayon de Roux. Donc grosso modo, quand on a une lésion hypervasculaire et qu'on ne voit pas le rayon de Roux, on va plutôt se dire que c'est un adénome.
Voilà, c'est une lésion hypervasculaire. C'est pas un angiome, c'est pas une HLF. Donc, par élimination, c'est ce qu'on évoque. Il peut y avoir donc du sang au multi-anse. On va avoir une lésion qui, classiquement, est en hyposignal tardif. Donc voilà un exemple d'ADN. Alors celui-là, c'est un HNF alpha. Il a de la graisse, on le voit très bien. Il y en a même deux. Donc séquence in-out, hypo. Donc ça, il y a de la graisse dedans. Donc c'est deux lésions. Là, on injecte donc le contraste. Donc une prise de contraste à la phase artérielle, mais un peu hétérogène. Une espèce de washout. Voilà, là, c'est le diagnostic là-dessus, c'est la lésion complètement graisseuse. L'adénome inflammatoire au télangiectasique. Alors celui-là, il est très particulier parce qu'il va avoir généralement, il est plutôt un hypersignal T2 et il a un rehaussement typique qui reste sur toutes les séquences. Donc on va évoquer ce diagnostic sur cet aspect de rehaussement qui se poursuit. Celui qui est graisseux, lui, il va se laver, mais celui-là, il reste. Alors, attention, des choses qui ont été publiées dans la littérature sur le multi-anse, qu'on peut avoir des lésions sur la phase tardive, en hypersignal, et l'adénome inflammatoire peut donner ça. Donc, à un moment donné, il ne faut pas... Le multi-anse, c'est bien. Ça va nous aider si tout passe au feu vert pour une HNF, tout colle bien, l'écho colle bien, enfin, tout marche bien, ça va. Quand on commence à avoir des choses qui sont plus trop concordantes, il ne faut pas hésiter à aller à une biopsie. Il faut savoir que c'est pas parce que y a hypersignal égale HNF tout le temps. Non, il y a quelques cas où on va avoir des adénomes inflammatoires qui donnent ça. Donc on réanalyse tout. Et on regarde, et si on voit que toutes les choses ne sont pas concordantes, on n'hésite pas à biopsier. Voilà des exemples de, voilà, ici, ça c'est issu de l'article là, avec une lésion qui est un aspect d'HNF, et ce sont des adénomes inflammatoires. Et tandis que normalement, classiquement, l'adénome, il est en hyposignal. Alors, l'adénome, en pratique, si c'est un homme, il y a un risque plus élevé. On va faire de la chirurgie quand c'est un homme, quand il est muté bêta-caténine, quand elle fait plus de 5 cm et quand elle est symptomatique. Voilà, là, on va à la chirurgie. Pour les autres lésions, on va les suivre, en particulier les lésions qui font moins de 5 cm. On conseille bien sûr l'arrêt des œstroprogestatifs et la perte de poids. Donc la classification dont je vous parlais de NO dans gastroentérologie, c'est celle-là. C'est ce que je viens de vous expliquer, mais ça, si vous voulez avoir quelque chose de plus détaillé, je vous conseille de voir cet article. Donc, en conclusion, avant de voir les dossiers, donc, quand on fait un diagnostic, une lésion, il faut voir le contexte. Il faut savoir si on est dans un contexte d'hépatopathie ou dans un contexte de cancer. Savoir prescrire les examens pour explorer. L'angiome va être diagnostiqué dans 90% des cas. L'HNF, on sera capable de diagnostiquer dans 80% des cas. Chaque fois qu'on arrive sur quelque chose qui devient atypique, il ne faut pas hésiter à faire une biopsie. Pour l'adénome, donc chez la femme, un adénome HNF1 qui est de petite taille, contenu graisseux, on va le suivre. Par contre, un adénome qui est suspecté chez un homme, c'est de la chirurgie. Donc, on va commencer avec quelques cas. Donc, ça, c'est une patiente, 36 ans, antécédent de résection hépatique. Donc, lésion qu'on ne voit pas très bien. Donc, lésion en ISO, elle n'est pas graisseuse. Pensez à quoi?
Alors, on la voit quasiment pas. Là, on l'a une fois un petit peu graisseux, donc on la voit un petit peu. Multi-anse. Lésion en hypersignal à 1h30. À l'époque, on le faisait à 1h30. Lésion en hypersignal. Elle se rehausse. C'était une HNF. Là. Ouais. Et c'était assez concordant avec une lésion, une cicatrice centrale qu'on voit ici, qu'on retrouve là. Une lésion qu'on voit à peine. Donc là, ça va bien. On n'a pas besoin de biopsie. Alors, patiente, une femme, 47 ans, découverte de lésions en échographie. Donc là, on a la lésion qui est ici. Un flux enregistré à l'intérieur. Et elle avait une IRM, et après on avait fait le contraste. Alors, hop. Hein, sur le, on a le rayon, ça fait, on a le rayon, le fameux rayon de roue qu'on aime bien voir. Alors, pour le voir, il faut quand même, honnêtement, il faut quand même une lésion qui a une certaine taille. Si elle est trop petite, c'est difficile de le voir en imagerie en coupe, mais c'est difficile aussi de le voir en produit de contraste. Donc, il faut quand même une tumeur qui a une certaine taille. Ensuite, aussi, pour dire la vérité, aussi, quand c'est des tumeurs du lobe gauche, on est artefacté par le cœur. Donc, le sonoview, c'est bien, mais il faut avoir une lésion, pour chercher le rehaussement, une lésion assez grosse et un peu à distance du cœur. Voilà. Ensuite, patiente de 27 ans. Alors, elle est diabétique. Elle est jeune, hein, une diabétique. Elle a 2 lésions. Une lésion dans le segment 6, ici, assez grosse. Un flux là au milieu, un flux qui est artériel. Donc, une lésion là, une lésion qu'on voit. Est-ce que vous avez une idée là sur celle-là de lésion? HNF. Ça pose pas trop de... En échographie, en IRM et sur le contraste, ça, HNF, ça nous, on est d'accord. Sauf qu'elle avait une deuxième lésion. Une lésion qui est ici, dans le lobe gauche, que voici. Donc, in, out, ça, on voit pas trop de... Non, il n'y a pas de graisse. Elle est une lésion assez bizarre avec une coque périphérique. Une lésion à la phase, vous voyez, à la phase artérielle. Est-ce que ça ressemble à une HNF? Alors non, ça ne ressemble pas à une HNF. Et alors là, j'avais vu, dans la littérature, on voit le Atoll sign. Ça fait partie des signes qui décrivent dans l'adénome. Donc j'étais quasiment certaine que c'était ça. Parce qu'il y avait enfin l'Atoll sign, qui est une espèce de couronne périphérique qui est décrit dans la littérature. Alors, compte tenu de la taille des lésions, qui était je sais pas, 5, 6 cm, enfin plus de 5 cm, et là-dessus, j'avais dit adénome. Sauf qu'en fait, elle a été opérée des 2 lésions. Alors, celle du 6, bah, c'était un HNF, mais à gauche, c'était aussi une HNF. Donc voilà, donc l'histoire de l'Atoll sign que vous voyez dans la littérature, mais voilà, pour moi, ça ne marche pas, parce que là, j'en étais tellement certaine de ça, et c'était une HNF remaniée. Ensuite, encore une femme, hein, vous voyez beaucoup de femmes dans ces lésions. 38 ans, une lésion du lobe gauche. Donc une lésion hypo, une fois peut-être un petit peu graisseux. Alors, on injecte, voilà. C'est une lésion hypervasculaire, hein. On repart du début. Il n'y a rien. Est-ce qu'on voit une cicatrice?
Grosso modo, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on voit une cicatrice ou on ne voit pas de cicatrice? Là-dessus, on ne voit pas de cicatrice. Donc là, quand on fait l'échographie, on va dire lésion hypervasculaire, sans cicatrice, sans argument en faveur d'un angiome, enfin ça, et sans faveur d'une HNF. Donc on est, pour moi, je considère que c'est plutôt un adénome. Et elle avait été, je ne sais plus. Donc voilà l'imagerie. Donc c'est pas. Est-ce que c'est un rehaussement d'HNF? Non, c'est un rehaussement hétérogène. Donc on n'a pas d'argument. C'est pas un angiome, c'est pas une HNF. Donc on va évoquer le diagnostic d'adénome. Et elle a été biopsiée, c'était effectivement un adénome. Ensuite, un homme, 68 ans, voilà ce qu'on trouve en échographie. Donc là, il faut un petit peu échogène, lésion incaractérisable, on ne peut pas savoir ce que c'est, donc on fait direct une IRM. Donc, est-ce que c'est un angiome? Non, enfin, de quoi pas un angiome typique. Et le in, le out, bah, peut-être un petit peu. Et là, on a une lésion qui se. Donc, une lésion qui va se rehausser dès la phase artérielle de façon un peu hétérogène. Et puis, à la phase tardive, cette espèce de washout. Sur un foie qui est dysmorphique, hein, on a un gros segment 1. En fait, le patient avait une hépatite C. C'est un CHC, ça, typique. Et il a été opéré, et c'était effectivement un CHC. Ensuite, alors ça c'est une patiente de 35 ans qui à un moment donné a eu une sleeve, qui a été opérée. Et alors il y a tout un ordre dans les examens. Donc elle a eu un scanner où on devinait une lésion. C'était dans le contexte de la chirurgie, on n'était pas avec des phases artérielles, on avait des phases portales. Donc on se retrouve avec un truc qu'on devine. Un mois après, une lésion ici. Et on la voit après, donc encore un mois après, dans le contrôle de sa problème de sleeve. On a ça et elle nous est adressée à Montpellier. Sleeve, c'est une chirurgie de l'estomac, chirurgie bariatrique. Pardon, excusez-moi. C'est une chirurgie bariatrique. Donc, quand on fait des contrôles post-op comme ça, en dehors d'un truc hémorragique, c'est des phases où on injecte d'emblée. Et il nous l'adresse pour abcès. C'est un peu curieux parce qu'en fait, en reprenant tout le dossier, cette lésion était là. En échographie, une lésion échogène. En IRM, c'est une lésion, donc là c'est échogène. En IRM, c'est une lésion qui contient de la graisse. Donc là, si on est dans la graisse, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a l'adénome, la HNF graisseuse, c'est rare, mais ça existe. Et après le CHC, mais on n'était pas dans un contexte d'hépatopathie. On a eu, je pense, voilà, l'étang injecté. Qu'est-ce qu'on évoque là-dessus? Donc une lésion graisseuse. Donc soit on va suspecter un adénome. Voilà. On va suspecter un adénome. Non, en fait, c'est qu'on ne le voyait pas parce qu'on n'avait pas les bonnes phases, en fait. Ce n'était pas des explorations, les premières scans, c'était des explorations de contrôle de chirurgie bariatrique. Donc, c'était une phase portale. On ne les avait même pas vues. C'est moi, en replongeant dans le dossier, parce que nous, quand on est arrivé, c'était à cette phase-là. Il nous avait dit abcès du foie. Et en fait, en reprenant toute son imagerie, finalement, on se disait, mais la lésion, on ne la voyait pas parce qu'on n'avait pas les explorations du foie pour ça, quoi. Là, bon, ça c'est la graisse, donc. Et en fait, elle a été biopsiée.
Et c'était ouais, HNF focale, HNF graisseuse. Ça, c'est normal d'aller à la biopsie, hein, parce que c'est une lésion qui est graisseuse, on pense que c'est un adénome. C'est plutôt une bonne surprise parce que c'est une HNF. Alors, ensuite, patiente de 47 ans, découverte de lésion. Une ici, une ici. Cette lésion très échogène, est-ce que ça peut être un angiome? Alors, pourquoi pas? C'est hyper échogène, il n'y a pas de renforcement. Donc, et là, une lésion ici, un peu échogène. Alors, on va s'occuper de celle-là de lésion d'abord. Donc, c'est celle-là de lésion. Alors, elle est comment cette lésion? Est-ce qu'elle est... Elle est... Elle est hypervasculaire parce qu'en fait, elle démarre plus bas que le foie en signal. Donc là, elle a quasiment, on ne la voit pas, donc elle se rehausse plus que le foie et elle se lave. Donc on est sur une lésion hypervasculaire. Est-ce qu'il y a un signe? Est-ce que c'est un angiome? Non. Donc une lésion graisseuse hypervasculaire, ça va être plutôt un adénome. Faut être, voilà, c'est la première chose. Et l'autre lésion, je ne sais plus où elle était. Ah oui, et l'autre lésion, elle était là. Ouais, c'était dans le lobe gauche, ouais, c'était là. Donc lésion ici. Avec une prise de contraste. On fait un multi-once. Donc on va d'abord regarder celle-là, celle du segment 8. Donc ça, c'est quoi pour vous? Un adénome, hein. C'est une lésion qui serait haussée, qui est graisseuse. C'est un adénome graisseux. Bon, et maintenant on va prendre l'autre lésion qui était en haut, ici. Elle est plutôt un peu hyper, hein. Alors je ne sais plus où. HNF. Donc, elle a été biopsiée. Adénome stéatosique, ça on est d'accord, c'était hyper échogène. Et l'autre c'était HNF. Donc là, ça, voilà. Alors, des patients de 34 ans, hein, toujours les mêmes. Attendez. On reprend sur l'imagerie du. Donc, une lésion ici qu'on ne voit pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a. Pas évident de dire qu'il y a un rayon de neuro. On va voir les autres imageries. Donc ici une lésion qu'on devine, une lésion en isosignal, rehaussement massif. Je me souviens. Je sais pas s'il y a un rayon de. Peut-être, hein? Ouais. Je sais plus. Ouais. Non, c'était pas évident le contraste, hein, parce que je reprends. Je vais finir par les mélanger tous. Ouais. Ouais. Non, c'était un adénome. Ouais. Sans mutation, surveillance. Alors, celui-là, on finira avec celui-là. Donc, c'est une patiente qui a un antécédent de chirurgie à 20 ans. Une de 45 ans, elle a été opérée. Vous avez une lésion ici. Donc, le in, le out. Alors, c'est ça les séquences de calcul de la graisse du foie. On fait du in, le out, et on obtient un truc très moche, mais dans lequel on va pouvoir faire des mesures. Quand on mesure à l'intérieur de la lésion, on a une lésion qui va avoir une graisse à 9%, donc un peu de graisse, et le foie, il a une stéatose à 20%. Donc ça, c'est le T2, pas grand-chose, et on l'injecte. Sans inge, artérielle,
portale. Donc c'est une lésion qui se rehausse de façon massive, elle n'est pas vraiment cérébriforme. Et à la phase L1, elle est un peu hyper. Est-ce qu'on peut s'arrêter là et dire c'est une HNF? Parce qu'on a tous les critères qui correspondent. Donc si on reprend... Non, on ne sait pas l'échographie, donc attendez, je sais pas où j'en suis. 1, 2... Voilà. Est-ce que c'est une HNF? Alors, il n'y a pas de cicatrice centrale, il y a un rehaussement massif, mais il n'y a pas vraiment les contours cérébriformes. Et c'est sûr que c'est... Et là, on se pose la question. Et il y a eu une biopsie. C'était un adénome inclassable. Et alors, pourquoi c'est un hypersignal? On n'est pas dans le cas d'un adénome inflammatoire, mais à mon avis, c'est le fait qu'il y a une stéatose hépatique qui fait qu'à la fin, la lésion, elle va avoir cet aspect T1. Donc c'est pour ça que quand vous faites le multi-anse, attention, évaluez tout, ne portez pas le diagnostic trop rapidement d'HNF. Alors le traitement, en fait, elle avait un adénome, donc il fallait l'opérer. Et en fait, on a fait, parce qu'on fait ça maintenant, on a fait une destruction par thermoablation au scanner avec un pneumothorax. Elle a été biopsiée et traitée. Et vous avez ici, en fait, on a une fixation lipiodolée pour voir la lésion. On a injecté du lipiodol dans l'artère. Ça capte beaucoup le lipiodol, donc on avait un repère. Et on l'a détruite par micro-ondes. Vous avez la captation du produit, la zone de destruction, et vous avez le contrôle à 2 mois. La lésion a été détruite.